Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce grand dialogue de Studio Tamani. On est vendredi. Aujourd'hui, on parle de sport, précisément de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire. Le tirage au sort a été effectué hier jeudi à Abidjan. Les Aigles du Mali connaissent désormais leurs adversaires pour le premier tour de cette phase finale. Logés dans le groupe E à Korogo, les hommes d'Éric Sékou-Chel vont en découdre avec les Aigles de Carthage de la Tunisie, les Bafana d'Afrique du Sud et les Warriors de la Namibie. Les Aigles qui sont déjà en préparation doivent affronter ce soir l'Ouganda avant de se mesurer à l'Arabie Saoudite 4 jours plus tard. Quelles sont les chances du Mali pour cette CAN Côte d'Ivoire 2023? Les Aigles peuvent-ils survoler ce groupe E? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Souleymane Bobo Tunkara, journaliste sportif, Drissa Sangari également journaliste sportif et Drissa Nyono, journaliste sportif aussi. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là. D'abord, une première analyse de ce tirage au sort, les différents groupes au nombre de 6. Comment vous trouvez ces différents groupes, Souleymane Bobo Tunkara? C'est équilibré? Oui, bonjour à tous les auditeurs et aux supporters. Moi, je pense que dans l'ensemble, généralement, les groupes de la CAN à ce niveau sont des groupes équilibrés parce que les tirages ne sont pas des tirages... c'est pas un tirage intégral qu'on fait. Et, on tient compte du classement FIFA, de la position des équipes. Notamment, c'est ce qui fait qu'il y a les chapeaux 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, généralement, les grosses pointures ne peuvent pas se retrouver, tout le monde ne peut pas se retrouver dans le même groupe. Donc, il y a toujours un certain équilibre qui est recherché déjà à travers le tirage au sort. Évidemment, certains, comme il y a des néophytes, il y a des anciens, donc les groupes sont plus ou moins équilibrés, mais il y a quand même des favoris qui se détachent dans pratiquement tous les groupes. Alors, un groupe... comme celui de la Côte d'Ivoire, où on retrouve le Nigeria en plus de la Côte d'Ivoire. Vous ne trouvez pas que c'est un peu déséquilibré par rapport à un groupe comme celui du Mali, par exemple, ou du Burkina Faso? Non, moi je pense que c'est parce que depuis un certain temps... Oui, c'est deux grosses pointures, mais depuis un certain temps, le Nigeria est sur une pente descendante. La remarque vaut aussi pour la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a la chance d'être l'autre de la compétition. Donc ce n'est pas une surprise que ces deux équipes, que le Nigeria se retrouve dans la même poule que la Côte d'Ivoire, parce que le Nigeria, depuis un certain temps, peine à reconquérir son truc. Mais moi je pense que s'il y a un groupe de la mort, à mon avis, c'est le groupe du Maroc, où il y a trois champions d'Afrique. Le Maroc, la RD, Congo, la Zambie. C'est le seul groupe où on retrouve trois anciens champions d'Afrique. Donc c'est vraiment un groupe de la mort, à mon avis. C'est le groupe le plus difficile. Je ne dirais pas le plus relevé, mais en tout cas le plus difficile. D'accord. Drissa Nyono, vous êtes d'accord avec Souleymane Bobo Tunkara que le groupe du Maroc est le plus relevé? Bon, il y en a un autre, parce que la poule où on retrouve le Cameroun également est 5 fois vainqueur de la compétition et le Sénégal tenant du titre. Et tu as également des adversaires comme la Guinée et la Gambie. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de surcoter un peu un pays comme le Sénégal, même s'il est vainqueur de la dernière CAN, comparativement au Cameroun ou aux autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria qui ont remporté à plusieurs reprises? Non, ils ne sont pas surcotés. Pourquoi? Parce que d'abord, déjà, ils sont les tenants du titre. Et quand tu regardes les joueurs également qui recrochent cette sélection, tu te dis que, quoi qu'il en soit, ils seront quand même notés parmi les favoris.
avec des joueurs comme Sadio Mané, des joueurs comme Kalidou, et qui ont fait leurs preuves dans des grosses écuries du côté de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il repart du côté de l'Arabie Saoudite pour aller encore continuer à progresser. Mais quand tu regardes le championnat saoudien également, depuis quelques années, ils bénéficient quand même de l'apport des joueurs de haut niveau. Donc là, c'est également quelque chose à prendre en compte. Donc après ça, c'est vrai, il a parlé de la poule du Maroc, mais je pense que même celui du Mali, ce n'est pas facile parce que là déjà, vous avez 2 tenants du titre et 2 champions d'Afrique également dans la poule, à savoir l'Afrique du Sud qui a remporté en 96. Et ensuite, je crois, on a également la Tunisie et donc, qui a remporté le trophée en 2004. Donc, pour moi, et dans l'ensemble, ce sont des groupes où, en tout cas, les équipes du chapeau 1, moi, à mon avis, vont encore se tirer d'affaire. Mais c'est lors des 8e de finale où la vraie compétition va débuter. Oui, Drissa Sangaré, vous êtes d'accord avec cette analyse de Drissa Nyono? Oui, dans l'ensemble, ce sont des groupes assez équilibrés. Mais je soutiens que le groupe C, le groupe du Sénégal, est assez plus relevé. Parce que le Sénégal, tenant du titre, c'est vrai, mais ils ont un football assez direct quand même si ce n'est pas trop technique. Et ils sont dans un pool où il y a déjà la Guinée. Ils ont eu à faire la plus mauvaise prestation de la CAN dernière, c'était contre la Guinée. Heureusement qu'ils n'ont pas perdu le match. Mais sinon, à part le groupe B et le groupe D, je vois que dans le top 10 du classement CAF, il y a 2 équipes de ce top 10-là dans tous les groupes. Souleymane Bobo l'a dit, c'est un tirage, le processus est fait en sorte que tous les grands ne se retrouvent pas, en tout cas en termes de classement, dans le même groupe. Donc, le groupe C, oui, un peu le groupe du Maroc aussi, mais même là, le Maroc peut s'estimer quelque peu heureux parce que la RDC, il y a les anciens titulaires, il y a les anciens tenants du titre. C'est un peu trop éloigné. Les réalités ont fortement changé et il faudrait tenir compte des outsiders qui sont là, comme la Gambie. Le Sénégal peut les voir de bas, mais ils peuvent leur poser énormément de problèmes. Ça, c'est un duel entre voisins aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça a été toujours... Oui. Et puis, ils ont un très bon entraîneur. Les 2 matchs qu'ils ont livrés contre les Aigles, vous avez vu, match nul ici, victoire au Maroc. C'était victoire à Bamako. À les 2. Non. Victoire à Bamako. Ils ont perdu à Bamako, mais ils ont gagné. Ils ont gagné au Maroc. Exactement. Voilà, justement. Donc, tu as vu la Gambie, il faudrait compter avec elle. Bon, le groupe du Mali, non. Pour moi, ce n'est pas le premier tour qui soit une inquiétude. Et pas du tout. Mais faire donc, ce groupe est à notre portée. Oui, absolument. Alors. Parce que entre le Mali et la Tunisie, c'est une vieille histoire. Elle ne nous a jamais donné des inquiétudes. C'est la Tunisie qui vient quand même de nous éliminer, de nous barrer la route au Ils sont partis à la Coupe du Monde avec notre but. Le but que nous avons marqué contre nous-mêmes. C'est tout. Ouais. Si j'ai 2 grosses déceptions, c'est ce match contre la Tunisie et le match contre la Gambie, où l'entraîneur avait dit ma qualification ne passe pas par le Mali. D'accord. Je voudrais avoir l'avis de Souleymane Bobo Tunkara par rapport au groupe du Mali. Est-ce que ça ne peut pas être un groupe, j'ai envie de dire, piège? On a l'impression que le Mali peut facilement sortir de ce groupe, et peut-être en compagnie de la Tunisie, et sous-estimer un peu l'Afrique du Sud et la Namibie. Est-ce que ça ne peut pas être un piège pour nous? Moi, à mon avis, non. Très sincèrement, sans faire d'insultes à l'Afrique du Sud, à la Tunisie ou à la Namibie, je pense que le Mali ne pouvait pas espérer mieux.
quand tu évites le Nigeria, quand tu évites le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, quand tu évites l'Égypte, quand tu n'as pas le Maroc, tu n'as pas le Sénégal, tu n'as pas le Ghana, je pense qu'on ne peut pas vraiment espérer mieux pour le premier tour. Vraiment. Bon, maintenant, et même le calendrier aussi, j'ai jeté un coup d'œil là-dessus. On commence par l'Afrique du Sud, ensuite on joue la Tunisie pour terminer par la Namibie. Je pense que tout ça est vraiment favorable pour les aigles. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, on est en Coupe d'Afrique. Toutes les équipes doivent être respectées. Tout le monde vient avec le même objectif. C'est vrai qu'il y a des favoris, mais tout le monde vient avec le même objectif. Et l'enjeu aussi fait que les équipes se surpassent, les équipes essaient d'obtenir le meilleur résultat possible. Et ensuite, il y a d'autres paramètres qui sont liés notamment à la préparation. Est-ce que l'équipe va être bien préparée? Est-ce qu'il y aura des cas de forfait, des cas de blessure? Donc tous ces paramètres-là peuvent entrer en ligne de compte. Mais je pense que sur le papier, quand même, le Mali a hérité, à mon avis, d'un tirage clément. Oui, les deux dernières éditions, nous sommes arrêtés au niveau des huitièmes de finale. Oui. Nous constatons que nous avons une équipe qui est jeune, mais qui commence à gagner en expérience. Est-ce que pour ce genre de compétition, phase de poule, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la jeunesse ou bien c'est surtout l'expérience qui peut constituer des atouts? Non, il y a d'abord le potentiel, l'effectif. Ça, c'est extrêmement important, comme le disait tout à l'heure mon cadet. C'est-à-dire il faut qu'il y ait d'abord, il faut qu'on ait d'abord de la qualité sur la pelouse. J'insiste là-dessus, pratiquement dans tous les débats, je le dis, je le répète, parce que quand on voit un peu l'effectif du Mali, on s'aperçoit quand même que ce ne sont pas des joueurs qui évoluent dans les grandes équipes en Europe, qui sont titulaires dans les grandes équipes en Europe. Ils ne sont pas nombreux, les Maliens qui sont dans les grands championnats européens titulaires de leur. Donc le problème d'abord, c'est à ce niveau. Et ensuite, l'autre problème, c'est toujours, je le disais tout à l'heure, c'est la préparation. Une Coupe d'Afrique ne se prépare pas différemment. Il faut la préparer avec le plus grand sérieux. Il faut mettre tous les atouts de son côté, ce qui n'a pratiquement jamais été le cas pour le Mali. C'est vrai que ce n'est pas propre seulement au Mali. Généralement, les sélections africaines se préparent toujours dans la cacophonie, dans les débrayages, dans les histoires de primes. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Il faut trouver une solution à tout ça. Sinon, vous l'avez dit, le Mali, les deux dernières cannes, on a été éliminé en huitième de finale. La Côte d'Ivoire, là, ce jour-là, on a dominé la Côte d'Ivoire de bout en bout. Ils ont eu une seule occasion, ils l'ont mis au fond. Maintenant, la dernière fois contre la Guinée équatoriale, ça, quand même, l'équipe n'a aucune excuse. Guinée équatoriale qui était, je crois, à sa deuxième ou première participation. Voilà, deuxième. Et puis on se fait éliminer par ça. Donc, il faut que maintenant le staff technique et la fédération, les instances sportives tirent les enseignements de ces deux échecs. Parce que ce sont des échecs qui ont vraiment surpris tout le monde, qui restent encore à travers la gorge des supporters. Mais comme on le dit, on grandit à partir des échecs, à condition de tirer les enseignements de ces échecs. D'accord. Alors Drissa Nyono, Drissa Sangaré, de même que Suleiman Bobo Tungara, pense que nous avons un groupe quand même qui est à notre portée. Donc peut-être... Moi, c'est vrai, on a un groupe... Moi, je préfère m'en tenir à Timo parce qu'il faut éviter, parce que pour moi, c'est un groupe piégeux. C'est vrai que quand on regarde globalement, on dit que le Mali partira quand même avec le statut de favori. Maintenant, il y a certains facteurs à ne pas négliger. Vous savez, on a un effectif avec des jeunes talents qui arrivent à maturité aujourd'hui parce que certains vont participer à la 4e CAN, d'autres 3, d'autres 2e. Mais le vrai problème de l'équipe aujourd'hui, c'est le manque d'efficacité devant. Parce que quand tu regardes face à la Côte d'Ivoire, le nombre d'occasions qu'on s'est créées et qu'on ne parvient pas à marquer, de même face à la Guinée équatoriale, les deux éditions, on sera en 8e de finale. Et aujourd'hui, quand tu regardes la forme actuelle des attaquants maliens, ça inquiète. Je prends un seul exemple. Sur les 7 attaquants qui ont été appelés pour ce rassemblement face à l'Ouganda et face à l'Arabie Saoudite, tu accumules et comptabilises les buts marqués depuis le début de saison. De ces 7, tu n'en trouves pas 10. Néné Dordelès, c'est 1 but, une passe décisive en 10 matchs.
dans son club. Dans son club. Ibrahima Koné, après 7 journées en championnat espagnol, il n'a marqué aucun but. Fousseni Diabaté, après 4 journées en championnat en Suisse, en Lausanne, il n'a marqué aucun but. Et tu as qui encore il y avait Moussa Dienepo qui avait été appelé mais qui est blessé, il n'a marqué aucun but. Aujourd'hui encore, les attaquants qui sont encore disponibles, le seul qui est... Koïta aussi. Sékou Koïta, lui il est blessé parce que lui son problème c'est qu'il n'est pas, sinon il a 4 buts et 3 passes décisives en championnat. El Bilal Touré est blessé. Lui, c'est le premier choix de l'attaque du sélectionneur. Et quand tu regardes, c'est vrai qu'il a participé à 2 rassemblements où il a pu jouer et il a marqué ses 3 buts qui, avec lui et Kamouri Doumbia, sont les meilleurs buteurs de l'équipe sous Eric Schell. Mais quand tu vois ça et que tu veux aller chercher une CAN, ben, ça doit t'inquiéter. Parce que le problème, c'est devant. Et encore que depuis le début de la saison, il ne parvient pas à marquer. Le seul qui apporte une satisfaction, c'est Boubacar Traoré de l'US Monastir. Et lui, c'est pas en Europe. Voilà, c'est pas en Europe, c'est en Tunisie. Et là, lui également, même en équipe. Il ne fait pas partie des premiers choix. Exactement, il ne fait pas partie des premiers choix du sélectionneur. Donc, quand tu as ça, je pense qu'il faut aller, pourquoi pas aller chercher des attaquants qui marquent des buts à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'on parle d'autres attaquants, mais moi je pense qu'il y a des garçons comme Moussa Marega qui ont quitté le groupe avec beaucoup de déception parce qu'à un moment donné, il pensait être soutenu par son staff technique après la CAN 2019 manquée. Il y a ce problème-là, mais ce qui l'oblige à ne pas venir en équipe nationale aujourd'hui. Je pense que si on parvient à communiquer et à parler avec ce garçon, aujourd'hui, c'est un attaquant qui brille et qui marque des buts. Je pense qu'il peut apporter quelque chose à l'équipe. Sinon, c'est vrai qu'on a un groupe où, quand tu regardes dans l'ensemble, le coach, que ce soit à la défense ou au milieu de terrain, il a quand même des éléments qui jouent, qui évoluent dans leur club et avec un niveau important. Mais franchement, le vrai problème de notre équipe, c'est devant. Et je crois que le match face à la Côte d'Ivoire également a pu montrer les limites offensives de notre équipe. Alors d'autres disent aussi que le vrai problème du Mali, c'est qu'on n'a pas de leader, de joueurs qui puissent en tout cas mener cette équipe, qui puissent pousser les autres à se surpasser. Idrissa Sangaré, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que ça peut être une solution? Est-ce que vous voyez quelqu'un dans cet effectif-là qui puisse jouer ce rôle, ou bien même qui n'est pas dans cet effectif, mais un joueur malien quelque part sur la planète qui puisse nous être utile dans ce sens? Bon, en fait, l'étoffe de leader, là, on le détecte dans un groupe que lorsqu'on côtoie le groupe. C'est par rapport au comportement des uns et des autres. Mais à distance, c'est très difficile. Peut-être que Nyono peut donner son avis là-dessus. Mais ce n'est pas ce qui corrige la plaie dont il vient de parler. Nous avons parlé des chances de sortir de ce groupe-là dans l'ensemble. Mais l'équipe a des insuffisances, de grosses insuffisances d'ailleurs. Parce que nous perdons les matchs avec le ballon. Voilà. Nous avons toujours le ballon. Hein. On fait courir les autres, mais nous perdons les matchs. C'est ça, la plaie, la finition. C'est ce qui manque. Souvent, on n'a pas besoin de leader pour marquer des buts. Non. Et moi, je ne pense pas que la faute soit même du côté de l'entraîneur. Parce que quand une équipe ne se crée pas des occasions, ça c'est un défaut tactique, ça c'est l'entraîneur. D'accord. Mais vous créez des occasions, vous ne manquez pas, ça c'est vraiment les joueurs. D'accord. Ceux qui sont chargés de marquer le but. Cette efficacité qui est décriée depuis plusieurs années maintenant sur le monde Boubou Tounkara et à laquelle on ne parvient pas à trouver une solution, est-ce qu'on ne peut pas l'imputer quelque part à la formation? Quand vous regardez nos joueurs qui sont à la base formés, produits par des centres de formation, ils sont pour la plupart des milieux offensifs, des milieux défensifs. Est-ce que la formation à la base ne peut pas être revue dans ce sens pour qu'on forme depuis le bas âge des attaquants capables de marquer? Non, avant que lui n'intervienne, excusez-moi, je l'ai dit sur ce plateau ici avec le coach Konaté. J'ai dit, vous avez du pain sur la planche. Hein. Fabriquez-nous
des buteurs. La balle est dans le camp des formateurs à la base, pas un sélectionneur, mais les formateurs à la base. Fabriquez-nous des buteurs. Je l'ai dit ici, quand j'ai quitté la dernière fois, j'ai manqué l'autre émission. Voilà, allez-y, excusez-moi. Oui, non, depuis la retraite de Kanouté, on n'a pas eu de grands attaquants. Hein. De la race Kanouté, c'est quelqu'un qui ne faisait jamais 2-3 matchs sans marquer. C'était vraiment un vrai attaquant et avec très, quel effort, hein, parce qu'il venait chercher le ballon au milieu du terrain. Devant les buts. Et quand vous avez un attaquant comme ça, déjà, vous faites peur à l'adversaire avant même de l'affronter. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, est-ce que cet oiseau rare-là, est-ce que c'est la faute au staff technique, c'est la faute aux joueurs? Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. Les entraîneurs, ce qu'ils ont sous la main, il faut qu'ils travaillent beaucoup plus devant les buts. Moi, j'ai souvent l'impression que nos sélectionneurs ne travaillent pas certaines phases de jeu. Notamment, par exemple, quand les séances de tir au but arrivent, on voit clairement que on fait du bricolage. Généralement, dans les sélections maliennes, on fait du bricolage. Alors que dans le camp adverse, vous allez trouver que l'entraîneur il a déjà fini avec ça. Il a une liste de joueurs du premier jusqu'au dernier tireur. La liste est établie, la hiérarchie est là. Et peut-être ils travaillent aussi devant les buts. Ils travaillent après chaque séance d'entraînement. Donc, il y a un travail technique à faire. Il y a un travail technique à faire parce qu'un attaquant, surtout quand il n'est pas trop âgé, il peut toujours s'améliorer. Mais à condition d'abord que le staff technique le mette en confiance. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, à condition que le staff technique le fasse travailler suffisamment devant les buts. Et le reste, c'est l'attaquant lui-même. L'attaquant lui-même, s'il est ambitieux, il ne se contentera pas du travail qu'il fait au sein du groupe. Il y a un travail individuel à faire. Moi, je connais plein d'attaquants européens qui, après les séances d'entraînement, faisaient leur entraînement individuel avec soit des défenseurs ou des attaquants ou bien des préparateurs physiques. Tout ça pour travailler, pour mettre l'accent sur le travail à faire devant le but. Parce que ce sont des choses qui ne viennent pas comme ça, hein, par hasard. Il y a des joueurs doués, techniquement très doués, mais l'efficacité devant les buts, ça se travaille. Ça se travaille. Et j'ai l'impression que jusque-là, vraiment, on ne travaille pas suffisamment sur ça pour qu'on puisse marquer des buts. Et c'est d'autant plus dommage que ça fait 3, 4, voire 5 ans qu'on a le même problème. On a le même problème. Ouais. Les entraîneurs se succèdent à la tête des sélections nationales avec le même résultat. Donc, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut revoir. Alors, peut-être que la solution... Je disais toujours que... Oui, je vais vous donner la parole tout de suite. L'intensité offensive là, prônée par Éric Serchel ne produit pas encore son effet. Parce que c'est ça. Après une intensité offensive, une animation offensive, il faut des buts. Mais on tarde à voir. Oui, cela est clair. Alors, la solution que peut-être vous proposez tous ici, peut-être que ça peut être à long terme, alors que la CAN, c'est dans 2 mois. Maintenant, quelle peut être la solution la plus rapide à court terme? Il y a des attaquants maliens quand même qui jouent en Europe, hein, qui n'ont pas opté pour la France ou bien d'autres pays qui sont d'origine malienne. Est-ce qu'on ne peut pas démarcher ces attaquants-là? Bon, au fait, il y a 2 qui sont pour la majoritairement cités. Et c'est les 2, ce sont Moussa Dembélé et Alassane Pléa. Donc aujourd'hui, c'est vrai, en ce qui concerne Pléa, il y a eu des discussions et des échanges. Aujourd'hui, le coach, il a dit, lui, il le veut en équipe nationale, mais il n'est pas capable de prendre leurs décisions à leur place. Maintenant, avant ça, il y a des démarches quand même à faire avant. Parce que si le coach aussi exprime sa volonté, c'est vrai, lui, il peut démarcher. Mais lui, au-delà de lui, il y a aussi des responsables qui peuvent aussi démarcher et faire les premiers pas. Mais en ce qui concerne Moussa Dembélé, ce qu'on a appris, c'est que c'est vrai, il est cité pas mal dans des médias, mais en réalité, ce sont des discussions réellement qui n'ont pas été entreprises et envers le joueur ou son staff par ceux qui doivent le faire, là d'abord, parce que les supporters, eux, ils peuvent l'exprimer, tout. Maintenant, le cas Alassane Pléa, c'est que depuis un certain temps,
il y a quand même une discussion avec le coach. Mais aujourd'hui, il se trouve que le joueur, c'est vrai, il est avec Mouroussa Mönchengladbach en club, mais le club est en difficulté. Et il y a des préalables signés dans les contrats où également il faut respecter avec le club pour satisfaire certains objectifs également. Bon, il y a tous ces enjeux-là, mais je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas une décision claire qui a été prise à ce niveau. L'autre option, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on le souhaite, on doit briller pour qu'on puisse retrouver El Bilal. Aujourd'hui, c'est le seul attaquant valable qui peut vraiment faire l'affaire de l'équipe aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai, Ibrahima Koné, il est en difficulté, sinon quand tu regardes un peu actuellement, et il doit être le meilleur buteur même de la sélection avec les joueurs actuellement en activité. Mais on a remarqué depuis quelques matchs que franchement, il a des difficultés. Et avec ça, est-ce qu'on pourra aller à la CAN avec et satisfaire à notre ambition? C'est ça. Maintenant, au niveau de la jeunesse, on a quand même des jeunes qui sont là, mais ces jeunes-là également ne sont pas encore matures. Par exemple, vous avez Cheikhna Doumbia qui a fait ses preuves avec les espoirs au Maroc tout à l'heure, mais il était blessé, il vient de reprendre. Au-delà de ça, il y a le jeune Mamadou Doumbia qui a mené les U17 à la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Lui, il doit accompagner ses coéquipiers également pour aller du côté de l'Indonésie. Donc au-delà de ça, le staff technique a pris contact avec un autre Malien. Un autre Malien qui est originaire du Mali également, mais qui peut également jouer pour la Belgique. Il a presque fait toutes ses formations en Belgique. C'est Boubacar Koïta. Le coach a parlé de lui en conférence de presse. Mais avant tout ça, là, comme je l'ai dit, il doit y avoir des discussions avant par ceux qui doivent le faire avant que le jeu n'arrive. Moi, je pense qu'on est dans ce processus-là. D'accord. Oui. Moi, je pense que le temps presse. Notamment pour Pléa et Moussa Dembélé. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'abord la discussion avec eux et surtout il y a une phase d'intégration nécessaire. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je pencherais plutôt du côté de Marega qui a déjà joué en équipe nationale, qui connaît un peu le groupe, qui a l'habitude des petites tracasseries qu'il y a ici, donc qui est un peu habitué à ça. Oui, donc, je pense qu'il a été aussi critiqué pour son inefficacité. Oui. Ça c'est du passé. Regardez l'exemple de Vincent Abouakar au Cameroun. Tout à fait. Ouais. C'est peut-être l'attaquant le plus âgé des sélections nationales. Mais regardez comment il marche. Très donc, à l'aise. Quand vous amenez un gars comme Marega pour encadrer les jeunes qui sont là, parce qu'on a des jeunes, il en a parlé, Dorgeles, Kaomori, El Bilal, vous mettez aux côtés de ces jeunes joueurs un attaquant d'expérience, ça peut les aider. Un grand frère, ça peut les aider. Sinon, moi, on peut pas se baser sur ces jeunes-là pour aller à la CAN, parce que c'est clair qu'ils vont manquer d'expérience à un moment ou à un autre. Donc, il faut nécessairement trouver quelqu'un d'autre qui a de l'expérience, qui connaît déjà le groupe, qui n'aura pas besoin de phase d'intégration pour les encadrer. Et moi, franchement, je pense qu'aujourd'hui, Marega est le mieux placé. En tout cas, il a le profil, à mon avis, le plus. Est-ce qu'il est en jambes? Non, oui, il est en jambes. Il vient de quitter l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il était un peu déçu de la manière dont il a quitté. Mais il reste un attaquant redoutable. Il reste un grand buteur. Ce n'est pas parce qu'on lui a préféré d'autres attaquants en Arabie Saoudite comme Neymar qu'il n'est pas bon. Au Mali, à mon avis, on ne peut pas se permettre le luxe de mettre la croix sur un attaquant comme Marega, alors qu'on a un grand chantier en attaque. Eric lui-même, il dit que le grand chantier de l'équipe, c'est devant. C'est la ligne d'attaque. Donc, quand vous avez une possibilité comme ça, je pense qu'il ne faut pas la laisser passer. Mais je soutiens les propos du doyen, parce qu'aujourd'hui, tu as un Marega, déjà, il est habitué à tous ces... Il connaît l'atmosphère. Voilà, qui connaît l'atmosphère de l'équipe. Ouais. Mais ensuite de ça, comme il a dit, quand il sera là, il peut apporter également son expérience, surtout jeune. Et il y aura un respect envers lui
pour tout ce qu'il a pu également faire comme joueur. Et je pense qu'il peut apporter quelque chose. Maintenant, là, ça va dépendre de qui va mener la discussion pour aller le voir. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des joueurs qui ont été dessus de l'ancien staff et qui ont pris du recul avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, on a un joueur comme Ibrahima Sissoko, qui joue à Saint-Etienne, qui marque des buts, qui a été appelé en équipe nationale. Mais malheureusement, quand il venait, on faisait passer devant lui des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Ils ne jouent pas. Et aujourd'hui, eux tous, ils ont pris du recul avec cette déception. Et là, il faut engager des discussions pour les convaincre qu'aujourd'hui, nous sommes allés sur une nouvelle base. Parce que, si je crois, avec Makasuba, on avait à peu près 7 ans. On a vu le résultat qui... Bon, on ne critique pas parce que, quand même, il a pu construire quelque chose. Et la continuité, c'est avec Eric. Et là, le problème, il est connu. Et s'il est là, je pense que les Maliens qui doivent le résoudre, s'ils sont des footballeurs qui peuvent apporter quelque chose, il faut que les responsables entreprennent des initiatives pour aller les voir, pour les faire revenir à la maison. Drissa Sangaré, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous manquons de leadership, de management au niveau de nos instances dirigeantes du football? Et c'est ce qui fait que nous ne parvenons pas à convaincre certains joueurs des binationaux, je veux dire, à venir jouer avec le Mali. Quand on regarde le Sénégal, c'est tellement facile. Chaque année, nous voyons de nouveaux joueurs binationaux qui rejoignent l'équipe nationale. Pourquoi le Mali n'arrive pas à faire de même? Mais c'est un peu le cas aussi au Mali. Hein. On fait venir de nouveaux joueurs. Hein. Ismaël, c'est ça? Il s'appelle Ismaël? Bon, oui, il y a Ismaël Diawara, il y a Sikou Niakate, voilà, tout. C'est ça. Non. Il ne manque pas de leadership au niveau du management. Il y en a. Mais s'il y a deux mondes difficiles à gérer, c'est le monde des artistes et des sportifs. Très capricieux quand même là. Hein. Surtout s'ils ont reçu une éducation occidentale. C'est pas facile. Éric Ségoussiel, qui est un binational, tu vois comment il marche sur la pointe des pieds par rapport à la rencontre de ces gens-là. Parce qu'il y a un fait de vouloir les faire venir, mais il faudra que cela s'installe dans leur propre tête là. Hein? Il ne faut pas aller bousculer. Hein? Il faut laisser... C'est ça leur mentalité. C'est ce qui rend un peu difficile hein, de les avoir. La piste Marega, je soutiens, c'est une piste. Mais après, ça va être même plus facile de le faire revenir parce que le sélectionneur a changé. Ça ne peut pas être encore les mêmes propos. Tout à fait. Voilà, Eric est là. Donc, c'est plus facile de le convaincre du côté de Eric. Mais maintenant, est-ce que... tu as parlé de son inefficacité, mais est-ce que les beaux temps qu'il a fait, c'était au Portugal, hein, ouais. Avec Porto, qui marquait beaucoup de buts, est-ce qu'il était servi de la même manière? Parce qu'il y a ça aussi. Et quand il vient, on va avoir deux attaquants bien baroudeurs. Faudrait-il les faire jouer ensemble ou faut faire jouer? Si on les fait jouer ensemble, il y a l'un qui va être soutien, il y a tout ça qui va venir après. Mais c'est une très bonne piste parce que lui, son adaptation va être beaucoup plus facile que tu amènes Pléa ou Dambélé. Et puis à la veille de la CAN, ça va être difficile. Ceci-là, c'est déjà perdu. D'accord. Pour la CAN. Non. Moi, je pense que, contrairement à Drissa, qui a un problème de leadership au niveau des instances, vous savez, maintenant, la communication, elle est très, très importante. Il faut mettre en place une vraie politique de communication. Il faut faire du lobbying. Et malheureusement, au niveau de la fédération et des autres instances, notamment le ministère, moi, je pense qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts vraiment à l'endroit des joueurs. Ce n'est pas un simple coup de fil ou bien, comment on appelle, en envoyant quelqu'un ou bien en négociant avec un parent ici, on peut convaincre les joueurs. Quand vous regardez l'histoire du Sénégal, même de la Guinée, ils mettent beaucoup plus de moyens et ils arrivent à convaincre plus facilement les joueurs que la Fédération malienne de foot. Donc, il y a des efforts à ce niveau. Moi, je me rappelle l'exemple de Kanouté. Kanouté, pour le faire venir d'abord au Mali, il a fallu l'intervention personnelle du président de la République, Alpha Omar Konaré, qui s'est investi personnellement pour le faire venir et le faire disputer un match amical. Et il est venu, c'était pour lui montrer un peu l'atmosphère,
l'intérêt que les Maliens, l'espoir que les Maliens fondaient sur lui. Donc quand il est venu, l'atmosphère qu'il a vécu au stade Modibo Keïta, et puis tout ce qui a été fait à l'époque par la fédération, mais Kanouté, il a été très très séduit. Il n'a pas pris la décision, il a dit qu'il va réfléchir. Mais quand il est retourné en France tout de suite, il a pris la décision. C'est vrai qu'il a été honnête, il a dit que oui, je viens jouer au Mali parce que je sais que ça ne peut plus marcher avec la France. Mais c'est parce qu'il a vu quelque chose ici. Et donc, il faut faire des efforts dans ce sens. Moi, je ne suis pas pour qu'on oublie les joueurs locaux ou bien qu'on fasse de l'équipe nationale une histoire d'expatriés. Mais il y a beaucoup de jeunes Maliens, il y a beaucoup de joueurs maliens qui, aujourd'hui, n'ont pas beaucoup de chance de jouer avec leur pays d'adoption. Je pense que c'est des pays d'adoption. Il suffit vraiment de les voir, de les convaincre avec une stratégie, une bonne politique de communication pour qu'ils viennent. Donc il y a un effort à faire à ce niveau, à mon avis. Oui, je pense que le doigt, il a tout à fait raison parce que et les exemples sont là. Hein. Je pense que j'ai cité, quand tu prends l'exemple du cas même d'Ambélé, bon, c'est vrai, par le passé, Pléa, il a été démarché. Mais aujourd'hui, il a une envie de retourner. Et là, mais après, il y a des documents administratifs à faire à cet effet. Mais je pense qu'au-delà, il faut quand même aller les voir. Comme il a dit, ce n'est pas par des simples coups de fil qu'on peut régler tout. On passe par les voilà, donc même le ministère des Sports peut aujourd'hui débloquer la situation avec un coup de fil. Aujourd'hui. Maintenant, comme il a dit, là, ça doit venir pas seulement du sélectionneur, mais également des responsables. C'est pourquoi, franchement, il faut le dire, il manque de leadership à ce niveau. Parce que par le passé, on a connu des présidents qui se déplaçaient quand même pour aller à la rencontre de certains joueurs. Et malheureusement, il y a un autre aspect, c'est que les anciens joueurs, vous parlez du cas du Sénégal. Après, à l'arrivée d'Éric Schell, il y avait des initiatives qui étaient prises à cet effet pour faire intégrer certains anciens joueurs, comme Kanouté, qui s'est chargé personnellement d'accompagner et conseiller le staff technique. Maintenant, il y avait Cédric Kanté qui était là, qui était un peu chargé de mener un peu toutes ces affaires-là. Mais malheureusement, on ne le voit plus parce que, et quelque part, il devrait y avoir des négociations pour se mettre d'accord sur certains termes qui n'ont pas évolué. Et donc là, c'est un problème. Je pense que si cette méthode avait continué, je pense aujourd'hui, le problème au niveau de l'attaque où on évoquait avec l'absence d'un vrai tueur, on ne serait pas là à débattre là-dessus. Il y a un autre cas emblématique que j'ai oublié de signaler, c'est le cas de Mohamed Lamine Sissoko Momo. Oui. Momo, je me rappelle bien, on a fait son passeport malien avant même qu'il ne décide de jouer avec le Mali. J'ai été témoin. On a fait son passeport à son absence, qu'on lui a envoyé pour qu'il vienne au Mali. Oui. Donc ça, c'est des choses, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, même s'il avait refusé de jouer, de toute façon, on aura fait notre part du boulot. Et je pense que le fait, non seulement on lui a donné un passeport malien, on a donné également un passeport malien à son frère Kadi. Les deux passeports ont été établis le même jour. Et je pense que ça a vraiment joué sur la décision finale de Momo. Alors, nous n'avons plus que quelques minutes. Je voudrais qu'on parle... Le président de la fédération aussi intervenu auprès de Pléa, je me rappelle. Il est le président de la fédération, je crois que c'était Bavier. Oui. Il a eu la dire. Déjà le général, c'était Baba, d'accord. En tout cas, c'est un président de la fédération qui a eu à dire. D'accord. Je voudrais qu'on parle rapidement des deux prochaines rencontres, celle qu'on va jouer aujourd'hui, disputer aujourd'hui contre l'Ouganda et celle à venir contre l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que c'est des bons clients, ces deux pays-là, pour préparer une CAN? Même s'il y aura d'autres matchs amicaux, Idrissa? Non, bon, matchs amicaux, je ne suis pas sûr, mais après ça, il y a au mois de novembre où on doit jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde avant la CAN. Parce que les joueurs, d'après ce qu'on a appris, ne seront libérés que 2 semaines avant les compétitions. C'est là, bon, c'est possible qu'il le met. Ce que quand même j'ai également appris, c'est que le Mali va faire sa préparation ici à Bamako. Maintenant, en ce qui concerne les adversaires du jour, et c'est que je crois que l'Ouganda va être un test pour préparer les 2 matchs
surtout de la CAN face à l'Afrique du Sud et à la Namibie. C'est presque le même style de jeu. Quand tu regardes l'Afrique du Sud, c'est des joueurs majoritairement constitués des joueurs locaux, des clubs locaux, dont Mamelodi Sundowns ou Orlando Pirates, qui sont des habitués des compétitions africaines de la CAF. Et la Namibie également, c'est presque pareil, qui également regorge des joueurs qui jouent un peu dans le championnat sud-africain et un peu de joueurs locaux également des clubs de la Namibie. Donc, je pense que ce style, c'est des joueurs qui jouent, c'est des équipes qui jouent en bloc bas et profiter des espaces derrière l'adversaire pour essayer de le faire du mal en contre-attaque. Donc, je pense que c'est un bon test, d'abord pour préparer ces deux matchs. Et l'Arabie Saoudite également, je pense, a un profil similaire à la Tunisie, où on peut se mesurer à une formation qui a un niveau technique assez élevé, parce qu'il ne faut pas oublier, l'Arabie Saoudite, quand même, c'est la seule formation également qui est quand même parvenue à battre l'équipe championne du monde. Oui. Voilà. Drissa Sangaré, que pensez-vous de ces deux rencontres? Ça peut nous être utile? Exactement. Ouganda s'était déjà calé avant le tirage, non? Voilà, on se retrouve avec la Namibie. Namibie, Ouganda, Botswana, Zimbabwe. Ces équipes-là se ressemblent quelque peu. Donc, déjà, le choix n'est pas mauvais. Par rapport à l'Ouganda, encore une fois, je voudrais voir la finition de l'animation offensive. Tout à fait. Parce que contre le Soudan, ça m'a laissé un peu froid, parce que c'est une équipe qui n'est même pas moyenne, je dirais. Donc j'attends que l'animation offensive la fasse ses effets contre des équipes moyennes ou même des équipes du top 10. Voilà. Et maintenant, Arabie Saoudite, c'est un peu la même chose, même si ce n'est pas la Tunisie. C'est une équipe. Il y a toujours Renard là-bas? Non. Voilà, Renard n'est plus. Mais est-ce qu'un Mali Cameroun ou bien un Mali Maroc ou un Mali Sénégal n'allait pas être beaucoup plus intéressant que Mali Arabie Saoudite? Mais on avait déjà le Sénégal dans le programme, mais seulement c'est foiré. Sinon, on avait le Sénégal dans le programme pour les matchs amicaux. Donc, mais si après tous les calendriers sont établis, tu ne peux faire qu'avec ce qui est disponible, certainement. Bon, il faut d'abord dire quand même que c'est des choix qui ont été faits par défaut, parce qu'au départ, c'était le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Eric Chekoussé lui-même l'a dit, il dit qu'il aurait vraiment aimé jouer le Sénégal. Ça aurait été très très intéressant si le match contre la Côte d'Ivoire était allé au bout, et surtout si on avait eu le Sénégal après, parce que vraiment ça c'est des grosses pointures africaines. Et bon, maintenant à défaut, comme on le dit, à défaut du deuil de sa mère, on se contente de sa grammaire. Oui. Donc on va faire avec. Mais ça aurait été plus intéressant quand même si on avait joué le Sénégal. L'Arabie Saoudite, je ne suis pas sûr. L'Arabie Saoudite et l'Ouganda, je ne suis pas sûr que les joueurs vont avoir la même motivation que s'ils avaient joué la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Ce n'est pas évident. Alors, la motivation sera à mon avis différente. Alors en 30 secondes chacun, qu'est-ce qu'il nous faudra pour franchir le cap des huitièmes de finale en Côte d'Ivoire? Vous avez parlé tous d'inefficacité. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faudra? C'est simple, il faut gagner les matchs. Il faut marquer des buts. Il faut battre l'Afrique du Sud, il faut battre la Tunisie, il faut battre la Namibie. Bon, pour répondre, moi je pense qu'il faut déjà commencer à se préparer, à préparer ces matchs-là, à élaborer un vrai programme de préparation. Parce que ça, c'est extrêmement important. Si on élabore un vrai programme de préparation déposé au niveau du ministère, avec des matchs amicaux dignes de ce nom, je pense que, en tout cas pour la première étape, le Mali a toutes les cartes en main pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Moi, je pense que ce sont les premiers responsables, les joueurs, qui doivent en avoir conscience aujourd'hui qu'ils ont quelque chose, et ils ont le devoir aussi de défendre beaucoup mieux le drapeau malien. Est-ce que vous pensez que certains n'en ont pas conscience? Bon, en tout cas, pour leur manière de faire quand même ne me convainc pas trop, mais je pense que les deux dernières éditions également sont des exemples également à dire que ils n'en ont pas, à mon avis, conscience de ce qu'on attend d'eux. Maintenant,
la Côte d'Ivoire c'est tout près. Je pense qu'ils ont la responsabilité de nous faire quand même quelque chose là. D'accord. Drissa Sangaré, Korogo, on peut dire qu'on a la faveur du terrain, non Oui, mais moi, même à la GSM, je le disais, je préférais Bouaké. Ouais, être à Bouaké qu'à Korogo, mais à Korogo aussi c'est bien. Non, à Abidjan c'est compliqué. Moi je préférais Bouaké et puis aller finir à Abidjan. D'accord. Donc de toute façon on peut compter sur les Maliens Bobo qui sont l'a dit, oui, de venir supporter. Mais les phases de jeu là que Suleiman a eu à dire, c'est ce qu'on peut peut-être intensifier. Bon, avec les sélections c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de temps de regroupement. Mais les attaquants, les nouveaux qu'il fait venir là, il faut les faire travailler les phases de jeu qui consistent à marquer dans le but. D'accord, cela est bien compris. C'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali connaît ses adversaires depuis hier jeudi. Il s'agit de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie qui seront tous logés dans le groupe E à Korogo. Nous en parlons aujourd'hui avec nos consultants sportifs Suleiman Bobo Tunkara, Drissa Nyono et Drissa Sangaré. Ce débat a été mis en onde par Ibrahima Sanogo. À la régie vidéo, il y avait Gagné Kanté. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve lundi.